chaque fois que la France a essayé de prendre des décisions que nous qualifions d'iniques, d'humiliantes, il y a eu une réponse appropriée. Et je peux vous dire aujourd'hui que le seul lien, c'est le nœud gordien quand même des relations, dans les relations entre la France et, ces anciennes colonies, c'est le franc CFA. Tant que nous n'allons pas recouvrer notre souveraineté monétaire, on n'aura pas fait grand-chose. Parce que, quelles que soient les politiques, quelle que soit la vision que nous avons aujourd'hui, une vision partagée avec le peuple, majoritairement, en tout cas, dans sa majorité, quelle que soit notre vision, il nous faut avoir les moyens de nos politiques. Et tant que c'est la France qui imprime le CFA, tant que c'est la France avec laquelle on doit discuter pour financer tel ou tel aspect de la vie publique, nous imaginons qu'il reste fort à faire. C'est pourquoi, justement, nous encourageons nos autorités à aller vers carrément la sortie du franc CFA, quoi que ça puisse nous coûter. Au moment où je vous parle, Monsieur Christian, toutes les sanctuaires des terroristes ont été détruites. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des sorties par-ci, par-là. Ils sont aux abois, les terroristes, les djihadistes sont aux abois. Et je ne peux pas dire que l'insécurité est terminée, mais on va dans la bonne direction. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir encore sur ce plateau Madame Koumba Yaressi. Vous êtes membre du M5 RFP, le Rassemblement des forces patriotiques. Bonjour et merci d'avoir encore accepté notre invitation. Bonjour Christian, bonjour à tous les panafricanistes. Bonjour à David à Paris. Je vous en prie, Madame Koumba, notre échange portera sur la situation actuelle du Mali, 1 an et demi après la prise en main des affaires de l'État par la transition rectifiée. Vous nous direz, en fait, pourquoi est-ce qu'on appelle ça transition rectifiée? Alors, peut-on penser que les choses vont selon la vision que s'était fixée le M5? La transition rectifiée à 1 an et demi. Rectifié pourquoi? Parce qu'il y a eu une première tranche de 9 mois dirigée par Bandaou, président de la transition, et Mokhtar Wane, premier ministre. Alors, les choses se sont gâtées et le CNSP a repris les choses en main le 24 mai 2021. Donc, depuis, le M5 RFP est entré dans la danse, si je peux m'exprimer comme ça. C'est à partir du 24 mai que le M5 RFP a été appelé comme acteur de la transition. Nous avons donc un partenariat stratégique avec les colonels et notre vision n'a pas varié. Depuis 2020, nous avions 3 objectifs majeurs. Chasser Ibeka du pouvoir, parce qu'il n'assurait plus, parce que la gouvernance était devenue exécrable, parce que le pays allait droit dans le mur. Nous savions qu'en chassant Ibeka, on ferait face à la France. Ça, on ne se fatiguera pas de le dire, parce que rien que l'accord de défense qui liait la France au Mali ne nous permettait jamais d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire la reconquête du territoire national et la reconquête de toutes nos souverainetés. Et là-dessus, nous sommes assez avancés. Le monde entier suit ce qui se passe entre la France et
le Mali depuis la sortie du Premier ministre Choguel Kokala Maïga à la tribune des Nations Unies qui accusait la France d'avoir abandonné le Mali en plein vol. Et depuis jusqu'à présent, les relations n'ont pas pu s'améliorer et elles se gâtent de jour en jour. Les dernières empoignades, si je peux m'exprimer comme ça, datent de la suspension de l'aide de la France au Mali. Et en réponse, les autorités maliennes, les autorités de la transition, donc, ont demandé ou alors ont enjoint à toutes les organisations non gouvernementales qui étaient financées par la France de plier bagages ou alors de fermer boutique. Et dernièrement, il y a 2 jours, il y a une ONG suisse qui a été invitée à partir du Mali. Donc, ça, c'est le volet relation avec la France. Oui, oui, mais Madame Koumba-Yaressi, est-ce que Oui. vous pensez que jusque-là, les choses vont bon train, telles que vous les aviez fixées au départ, c'est-à-dire vers, j'allais dire, la libération, la souveraineté du Mali? Est-ce que les choses vont bon train maintenant? Mais bien sûr, parce que chaque fois que la France a essayé de prendre des décisions que nous qualifions d'iniques, d'humiliantes, il y a eu une réponse appropriée. Et je peux vous dire aujourd'hui que le seul lien, c'est le nœud gordien quand même dans les relations entre la France et ces anciennes colonies, c'est le franc CFA. Tant que nous n'allons pas recouvrer notre souveraineté monétaire, on n'aura pas fait grand-chose. Parce que, quelles que soient les politiques, quelle que soit la vision que nous avons aujourd'hui, une vision partagée avec le peuple, majoritairement, en tout cas, dans sa majorité, quelle que soit notre vision, il nous faut avoir les moyens de nos politiques. Et tant que c'est la France qui imprime le CFA, tant que c'est la France avec laquelle on doit discuter pour financer tel ou tel aspect de la vie publique, nous imaginons qu'il reste fort à faire. C'est pourquoi, justement, nous encourageons nos autorités à aller vers carrément la sortie du franc CFA, quoi que ça puisse nous coûter. Et alors, Madame Koumba-Yaressi, au stade actuel, puisque vous avez dit que les choses vont dans le sens que vous les aviez fixées au départ, concrètement parlant, que peut-on retenir comme succès déjà remporté sur le terrain depuis que cette transition rectifiée s'est installée? Le premier succès, évidemment, qui passe par la reconquête de l'intégrité du territoire national, le premier succès, c'est la restauration de notre dignité, donc du respect qu'on doit avoir pour le peuple que nous sommes, les hommes et les femmes que nous sommes. Ça, c'est pas quantifiable. C'est pas quantifiable, mais c'est le plus important parce que ce sont des hommes bien dans leur tête. Ce sont des hommes requinqués qui savent qu'ils ont leur honneur aujourd'hui qui avait été jeté au chien auparavant. Ce sont ces hommes et ces femmes-là qui peuvent rester debout pour toutes les batailles, pour les batailles futures, parce que nous savons que la guerre sera longue. Voilà, il y a déjà cet aspect-là qui n'est pas des moindres. Ensuite, sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, nous avons pu réarmer et rééquiper notre armée qui était clochardisée, qui était vouée aux gémonies. Aujourd'hui, c'est une armée républicaine, une armée
qui a l'appui, la considération, le respect de tout le peuple. Donc, une armée qui a le moral et qui se bat chaque jour. Avant, on détruisait les camps entiers. Aujourd'hui, ils vont à l'offensive. Et au moment où je vous parle, Monsieur Christian, toutes les sanctuaires des terroristes ont été détruites. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des sorties par-ci, par-là. Ils sont aux abois, les terroristes, les djihadistes sont aux abois. Et je ne peux pas dire que l'insécurité est terminée, mais on va dans la bonne direction. Alors, vous allez Évidemment, dans la bonne direction, vous avez dit, madame, et dans le même temps, il y a la coordination des mouvements de la Zawad, vous le savez, qui semble poser encore un problème. L'ex-rébellion Touareg estime que les accords, bien sûr, qu'ils ont passés avec le gouvernement malien semblent être déliquescents et qu'ils en appellent d'ailleurs à une réunion d'urgence en un lieu sûr, neutre. ils ne peuvent que parler comme ça parce que il vous souviendra que cet accord-là, des ministres du gouvernement ou d'anciens ministres du gouvernement d'IPK au cours de conférences débats l'ont traité de camisole de force. C'est le couteau à la gorge que le Mali a négocié cet accord-là, dit d'Alger, parce que depuis 92, depuis l'arrivée du mouvement démocratique, nous avons été soumis à des discussions à n'en pas finir, parce que tout simplement, ils ont pu très tôt exiger la démilitarisation des 2 tiers de notre territoire. Et quand le jeune Moussa Mara, le premier ministre d'alors d'Ibeka, a fait le forcing pour aller à Kidal, parce que pour lui, Kidal fait partie de la République, alors que déjà Kidal était en voie de devenir une enclave dans notre pays. Il a donc fait le forcing, il est parti et on a décapité tout le commandement de la région. Tous les préfets et sous-préfets ont été assassinés. Et quand il est rentré, parce que lui, il a été protégé par la MINUSMA, quand il est rentré à Bamako, il a tout simplement dit que nous étions en guerre, alors qu'il y avait l'Assemblée nationale. La Constitution était en vigueur. C'était un pouvoir démocratiquement élu. Donc, comment un Premier ministre dans un pays républicain, dans un pays sérieux, peut déclarer la guerre? Effectivement, ils ont transporté des jeunes soldats qui s'étaient engagés parce qu'ils voulaient sauver la patrie et tous ont été tués. Ça n'est pas seulement les rebelles Touareg qui ont pu faire ça. Nous soupçonnons l'assistance et l'aide de Barkhane et la MINUSMA ou alors de Barkhane. Donc, à partir de ce moment-là, à Alger, tout a changé pour nous. Et l'actuel ministre des Affaires étrangères était le ministre des Affaires étrangères Tibeka. Et il avait dit que en signant cet accord, on avait signé un bon accord. Mais après, tout le monde s'est rendu compte que, et même d'ailleurs, le patron de la MINUSMA d'alors, le Tchadien, qui est maintenant à Dakar, a déclaré la veille, seulement la veille de son départ, que cet accord-là ne devrait pas s'appliquer en l'état aux Maliens, parce qu'il n'a été partagé par personne. Et lui, quand il était ministre des Affaires étrangères d'Idriss Déby, il y a eu une situation presque similaire, mais il est allé porter la chose devant les représentants des populations, devant les députés. Les Oui, députés mais en ont tel que, discuté Madame ici. Koumbayaressi, tel que la question est posée par, évidemment, ces textes rébellion, est-ce que le gouvernement de transition ne va pas, évidemment, mordre à cette demande? Parce qu'évidemment, cela peut poser des grands soucis, parce que là, nous allons déjà
vers 2023, c'est l'année presque de toutes les élections. Et si cette question n'est pas réglée, vous ne craignez pas que, évidemment, ce calendrier soit bouleversé? Non, il n'y a pas de question. De toute façon, les Nations Unies ont déjà répondu que ce n'était pas possible. Les Nations Unies n'accèdent pas à leurs demandes parce qu'il n'y a aucun problème. Mais eux, compte tenu du fait que c'est la recommandation la plus importante, la plus forte dans le cadre de l'accord d'Alger, demandait la relecture de l'accord. Et comme par extraordinaire, dans le même accord, on dit qu'il n'y a pas de relecture tant que tout le monde n'est pas d'accord. Alors, quand vous mettez en équation un État et un groupuscule de ses citoyens, vous voyez déjà que ça n'est pas possible. Ce qu'ils demandent, ils peuvent le demander jusqu'à la fin des temps parce qu'eux refusent de se plier à tout ce que l'accord dit. Ils refusent même de déposer les armes. Le DDR n'a pas pu être fait. Ils ont toujours leurs armes. Ils revendiquent donc armés. Et jusqu'à récemment, ils recevaient de l'aide, de suivre mon regard. Donc aujourd'hui, ils doivent accepter que eux maintenant se sont retrouvés dans la situation que le Mali était sous Ibeka. Ils ne sont plus une force de proposition. Ils ne peuvent plus revendiquer haut et fort ce qu'ils veulent parce qu'ils savent très bien qu'en allant à l'accord tel quel, c'est la dislocation du Mali. Or, même les Nations Unies ont reconnu que le Mali doit être un et indivisible. Donc, la souveraineté du Mali ne doit pas être mise en cause. Pas de fédéralisme, rien du tout. Donc, ils doivent revenir à la raison et accepter qu'on s'asseye entre Maliens au Mali et qu'on en discute. Non, ils Voilà, n'ont alors donc, pas. Madame Koumbayar, ici, on va passer à un autre volet, c'est bien entendu celui des élections. Quel est l'état d'esprit actuel là, des Maliens? Parce que 2023, comme je l'ai dit tantôt, c'est bientôt là, c'est dans quelques jours, et c'est l'année presque électorale. Est-ce que les Maliens sont prêts à affronter évidemment ce calendrier? Le gouvernement, vous vous en souvenez, a été mis sous pression. Le Mali a été mis sous embargo avec toutes les conséquences que nous allons subir jusqu'à la fin de cette transition, parce que ça a été fait pour ça. Eux n'ont pas trouvé d'autre moyen de mettre la pression sur le Mali que de punir le peuple malien. Ceci dit, le vin, on va le calice, on va le boire jusqu'à la lie, pourvu que les autorités soient en capacité de créer les conditions pour nous permettre de nous soumettre à ce rythme, vous l'avez dit, qui est quelque peu saccadé. Il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs élections qui vont se tenir jusqu'à la présidentielle au cours du premier trimestre de 2024. Mais ce que moi je veux retenir de toutes ces élections, celle qui intéresse, à mon avis, la communauté internationale, c'est celle de la présidentielle. C'est la présidentielle qui permettra d'aller à, à une autre pas république. Évidemment, il y aura une autre république si jamais la Constitution est passée. On aura un Mali démocratique, à leur avis, une Alors, république Madame respectable. Koumbayar, ici, évidemment, Voilà. on vous avait dit, vous parlez de l'élection présidentielle. Bon, on sait que en mars 2023, ce sera donc le référendum hein, pour, bien sûr, mettre sur pied une nouvelle constitution malienne. En juin, on parle des législatives. Et puis viendra finalement l'élection présidentielle. Alors, tout à l'heure, vous avez dit si le gouvernement garantissait bien sûr les conditions nécessaires pour aller aux élections, évidemment, les Maliens iront aux élections. Lorsque vous parlez de conditions, à quoi faites-vous allusion? De quelles conditions parlez-vous? Les conditions sécuritaires, les conditions financières aussi, parce que c'est le Mali qui va financer toutes ces élections-là, d'après ce que nous savons. Est-ce que le budget va le permettre? Parce que nous avons un budget 2023
dans lequel il y a plus de 600 milliards de déficit. Donc, il y a les conditions financières. Il y a évidemment, pour que les élections ne soient pas contestées, une liste électorale, des listes électorales correctes, dépouillées de tout. Parce que les Oui, conditions, mais c'est dans le ça même aussi. temps, Madame Koumbayar ici, est-ce qu'on peut dire qu'évidemment, parce qu'évidemment la sécurité c'est bien, mais il y a aussi le côté financier. Or, nous savons qu'actuellement, le Mali est en train de traverser une situation financière très délicate, très difficile. Est-ce qu'on peut penser que le Mali est en même de financer les élections, toutes les élections prévues en 2023 jusqu'en 2024? Nous supposons si le gouvernement a fait ce chronogramme-là, eux, ils ont des données que moi, je n'ai pas. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent s'amuser à programmer toutes ces élections sans être capables de les financer. J'imagine que cette question est réglée. J'imagine. Évidemment, je Oui. suis tenté de vous poser la question de savoir comment se présente évidemment l'économie du Mali actuellement. Quelles sont les perspectives, avant de parler des perspectives actuellement, comment se porte l'économie malienne? Vous pouvez imaginer que dans tout pays en guerre, l'économie s'en ressent. Il y a par exemple des pans entiers du pays où on ne peut pas collecter d'impôts, où il n'y a pas d'activité lucrative. Dans un pays où, bon, maintenant ça va beaucoup mieux, où on ne pouvait même pas cultiver, on ne pouvait pas s'aimer, donc on ne récoltait pas. Or, au Mali, nous sommes à peut-être 70%, nous dépendons du secteur tertiaire. Et donc, vous pouvez imaginer avec le vol de bétail, avec tout ce que les incursions des djihadistes, des rebelles, pour brûler tel grenier, pour empêcher les gens de travailler, pour tuer des paysans. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux, mais c'est difficile que le Mali, comme tous les pays du monde, a été sonné par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça nous a permis au Mali de nous rendre compte que la France ne vivait qu'aux dépens du reste du monde. C'est-à-dire, C'est-à-dire, mais la France aujourd'hui, comme à Bamako, maintenant moins d'ailleurs à Bamako, parce que nous avons moins de coupures maintenant, mais à un moment donné, il faut éteindre toutes les lampes. Un pays, sixième ou septième puissance du monde qui est soumis à ça, eh bien, nous nous demandons si ce n'est pas la tiers mondialisation qui n'est pas amorcée à la France, parce qu'ils dépendent, la France dépend de l'Ukraine et de l'Union soviétique pour beaucoup de choses. Le gaz, le pétrole, l'huile de table, comment dire, l'engrais et tout le reste. en Tout ce fait, tout qu'ils ne ce qui est trouvent pas énergie, vous voulez chez nous dire en alors. Afrique. Mais alors, donc je disais tout à l'heure, après le Covid-19, il y a la guerre, Mhm. disons le conflit en Ukraine, hein, et en dehors de ces deux Mhm. éléments, il y a eu que le Mali a été soumis à des sanctions. Et donc ça, c'est un troisième facteur qui a beaucoup pesé sur évidemment l'économie malienne. Voilà pourquoi moi j'étais en train de poser la question de savoir si réellement le Mali pourra disposer les fonds nécessaires pour réaliser toutes ces élections. C'est pourquoi justement, moi, je vais profiter de l'occasion que vous me donnez pour demander à la transition de réévaluer nos relations avec la CEDEAO, parce que la CEDEAO est complètement sortie de son rôle concernant le Mali. Jamais, au grand jamais, la CEDEAO n'a été autant politisée. Et quand le Mali a porté plainte contre l'UEMOA et a gagné le procès, ce sont les chefs d'État qui ont refusé de remettre le Mali dans ses droits. Donc, ça devient quelque chose de bizarre.
Quoi, On est à vous la êtes en train de CEDEAO. nous dire que l'UEMOA est instrumentalisé par, ben, on dirait, Absolument. certaines puissances qui sont dans l'ombre, c'est ça? Bien sûr, pas seulement l'UEMOA, mais il y a aussi la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, qui est aujourd'hui gérée par, évidemment, ça a toujours été le cas, c'est la Côte d'Ivoire qui a la direction de la Banque centrale. Et comme par hasard, c'est celui-là même qui a lu les résolutions nous imposant un embargo total qui a été désigné à la tête de la BCAO. Donc, vous voyez déjà que sans même se fatiguer, on sait très bien que toute cette manœuvre, elle est contre la transition. On voulait mettre la transition à mal, sauf que ils sont loin de s'imaginer que c'est le peuple qui va payer tout ça. C'est le peuple qui va payer. Et l'administration, depuis le début de l'année, a fonctionné avec 15% du budget prévu. L'administration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils voulaient, ils veulent tuer le Mali, ils veulent liquider le Mali. Une administration qui ne peut pas fonctionner pendant un an. Les conséquences, on va les gérer sur plusieurs années. Sur plusieurs années, parce que ce ne sont pas, si le Mali était un problème, comment dire, si le Mali n'avait pas tous ces problèmes-là, est-ce qu'il y aurait eu embargo, il y aurait eu, mais est-ce que la question de la gouvernance, la CEDEAO n'en a cure. Aujourd'hui, on parle de mettre en place des forces pour empêcher le coup d'État. Je ne sais pas comment ils vont le faire. Et pour empêcher, comment dire, les coups d'État constitutionnels et autres. Alors que ceux-là même qui parlent de ça sont passés par là. Alassane Ouattara a marché sur des cadavres. Il a enjambé des cadavres d'Ivoiriens pour être là après 80 ans. Donc, nous, on demande, nous, peuple en tout cas, nous demandons au Mali de réévaluer ses relations avec la CEDEAO, que tous les Maliens sachent quels sont nos droits dans le cadre de la CEDEAO, quels sont nos devoirs, parce que c'est le désordre total. La CEDEAO est devenue un serpent à plusieurs têtes. On en coupe une, il y en a une autre, et ça ne va pas s'arrêter. Parce que il nous est revenu, on lance des rumeurs. Maintenant, on veut, comment dire, punir le Mali si jamais les mercenaires n'étaient pas rendus à Alassane. Bon, voilà. On attend aussi ça. Mais le peuple, cette fois-ci, va se prononcer et s'imposer à la transition. Parce que nous n'allons pas être punis matin, midi et soir comme des enfants qui n'arrivent pas à réciter leurs leçons ou leurs récitations. Ah non, on n'acceptera plus. On va peut-être terminer par cette dernière question, Madame Koumba Yarissi. C'est bien entendu la déclaration, s'il faut appeler ça comme ça, mais c'est une publication du docteur Ali Diallo, vous devez le connaître, l'ancien président de l'Assemblée nationale malienne, qui s'offusquait bien sûr de la manière dont est conduite la transition actuelle. Il pense que bon, on ne donne pas la possibilité à tous les Maliens ou on ne permet pas à tout le monde de s'exprimer comme il se doit. Et vous aviez même réagi à propos de cette déclaration. Vous savez, Monsieur Christian, Ali et tous ses camarades pensent qu'ils sont plus maliens que nous. Ils se sont attribués la chute de Moussa Traoré. Moi, j'étais au lycée de jeunes filles en 1968. Je venais juste d'y arriver. 2 mois après, il y a eu coup d'État. C'était précisément le 19 novembre 1968. Et nous, le 20 novembre, déjà, on n'était pas d'accord. Je suis de la même génération qu'Ali. Mais eux font croire à tout le monde que si le Mali a accédé à la démocratie, mais d'ailleurs quelle démocratie? C'était du clinquant. On s'en est rendu compte. La preuve, ils nous ont conduits à la guerre. Depuis 2012, le Mali est en guerre. Pratiquement, l'assassinat de nos plus de 100 soldats à Aguelhok, nous sommes entrés en guerre. Et donc, eux, qui se disent républicains, qui se disent démocrates, leur seule préoccupation fut de s'enrichir. La corruption qui est dénoncée aujourd'hui à corps et à cri, c'est l'œuvre de l'ADEMA.
Parce que sous l'ADEMA, la Banque mondiale a déclaré que 16 fonctionnaires qui ne percevaient pas 400 000 francs par mois, 400 000 CFA, sont devenus milliardaires. Vous prenez le foncier aujourd'hui, même les cimetières sont vendus. Des villages entiers sont vendus. Un jour, vous vous trouvez chez vous, on vient vous dire que ce n'est plus chez vous. Et ça, c'est l'œuvre de l'ADEMA, le parti d'Ali Nuhu Diallo. Parce qu'il a été patron de l'Assemblée nationale, parce qu'il a été à la CEDEAO, au Parlement de la CEDEAO, lui et ses amis, parce que c'est l'ADEMA qui a été le premier parti à se faire élire. Ils croient qu'ils ont, droit de vie ou de mort sur nous. Ils dénoncent tout, mais ils ne sont jamais loin du pouvoir. Ils sont toujours là. Est-ce qu'on peut imaginer, pour des gens sensés, leur chef de parti, un de leurs mentors siège au CNT. Et ils y sont allés en 2020, quand les choses n'étaient pas encore claires. Ils y sont toujours. Le chef de l'ADEMA, le chef du parti de l'ADEMA. On peut imaginer ça? On ne peut pas l'imaginer. Donc, Ali, comme tous ses amis, pense que c'est eux, on doit, comment dire, eux sont des Maliens et nous, ils nous caporalisent. C'est pourquoi on ne sera jamais d'accord avec l'ADEMA. On leur demande un certain nombre de choses. Quand on n'est pas d'accord, parce que cette sortie d'Ali, c'est la énième façon de dire au colonel, de toute façon, nous sommes là avec vous, nous détenons certains leviers du pouvoir, mais nous ferons tout pour vous enfoncer, parce que il y a quelques jours, la semaine dernière d'ailleurs, ils ont organisé leur conférence nationale. Ils ont fait appel à un, je ne sais pas comment vous appelez ça, un vidéoman, ou en tout cas les activistes, à un activiste dont le père a été ministre des Affaires de la Justice d'Ibeka, pour dire tout le bien qu'il pensait d'Assimi, le président de la transition, et de la transition donc du Mali. Eux sont là, ils profitent des atours du pouvoir, ils profitent de l'argent public à travers les sièges qu'ils occupent ici et là, et ils font tout. Et ce qui est extraordinaire, ce qui va nous obliger à demander au colonel de prendre leurs responsabilités. Je le dis, ça n'engage que moi. Ils doivent prendre leurs responsabilités, parce que l'ADEMA, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, nous, on en a assez. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre du mouvement M5 RFP, le Rassemblement des forces patriotiques du Mali. Une fois de plus, merci d'avoir été avec nous. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir consacré encore votre attention. Merci de votre fidélité à TLR TV. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.